Bonjour à tous, je vous retrouve pour la seconde partie de mon update lecture de janvier 2022. J'espère que j'aurai le temps de la finir. Je crois que la prochaine fois, j'attendrai d'avoir un certain nombre de livres et d'en parler assez rapidement parce que sinon ça va prendre des heures à chaque fois. Donc, je vais reprendre mon petit carnet pour retrouver où j'en étais. Alors déjà, j'espère que vous allez bien parce que voilà, que tout le monde a la forme. Et puis bon, on va continuer à parler lecture. Donc j'avais dit, j'ai lu pas mal de livres dans des genres assez différents. J'ai fait de l'heroic fantasy, de l'anticipation, de la littérature jeunesse, du suspense. Et là, il y avait de la romance aussi. Et là, alors j'ai lu un roman qui me faisait de l'œil depuis un moment déjà. C'est Attractif Enchantement. Je voulais vous montrer la couverture parce qu'elle est vraiment superbe. Attractif Enchantement, donc c'est de Tali Perrault et c'est aux éditions Plume de Mimi Édition, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé le roman. Donc en fait c'est la saga Eren, c'est la saga des frères Eren, donc il y aura plusieurs volumes avec où on retrouvera voilà, les différents frères, et là le premier c'est Rory le séducteur. Donc je vous l'ai déjà dit, moi les romances historiques c'est mon petit péché mignon. Celle-ci se situe au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, on y suit une jeune fille, Cordelia, qui est considérée un peu comme oui, qui est considérée comme un laidron par la société. Elle est noble hein, dans la société dans laquelle elle évolue. D'autant plus que quand sa sœur fait son entrée dans le monde, sa sœur est vraiment une superbe jeune fille. Donc elle passe encore plus pour un laidron. En plus, elle n'a pas eu forcément une enfance très facile puisque sa mère est morte jeune. Enfin, elle était déjà adolescente, préadolescente quand c'est arrivé. Son père était plutôt maltraitant. Elle était proche de son frère, mais qui a disparu du jour au lendemain. Et d'ailleurs, son frère a demandé à son ami Rory, Eren, de veiller sur Cordelia. Cordelia qui n'est pas du tout d'accord pour être... parce qu'on a beau la considérer comme une vieille fille. Je ne sais plus quel âge elle a plus d'une vingtaine d'années, donc à cette époque c'était horrible, hein, vous étiez déjà une vieille fille, c'était la fin du monde. Donc elle est considérée comme une vieille fille, mais malgré tout elle a son caractère et elle n'apprécie pas d'être surveillée par un homme, surtout qui a une réputation voilà, de séducteur. Même si lui, d'emblée, ressent un petit quelque chose pour Cordelia, c'est pas vraiment trop son cas à elle. Enfin, ça fait des étincelles entre les deux. Et puis petit à petit, on va voir en fait leur relation évoluer, d'autant qu'ils ont un passé commun. On va comprendre aussi pourquoi le frère de Cordelia a disparu. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, c'est de la romance. Moi, j'aime bien voilà, rêver un peu, voyager voilà, dans une autre époque, imaginer les hommes en costume, les femmes avec leurs belles robes, même si ça devait être complètement, totalement inconfortable et invivable. Rien que de voir les corsets, ça fait peur. Mais c'est vrai que quand vous voyez à la télé tout ça, ou au cinéma, c'est magnifique. Et voilà, quoi, c'est une petite part de rêve. Et en plus, ça se finit en fait avec un suspense qui va crescendo sur la fin du roman, puisqu'il y a énormément de secrets de famille qui vont être révélés sur la fin, notamment sur le père et la mère de Cordelia, aussi sur son frère et puis sur sa jeune sœur. Donc c'était vraiment... alors, tout en voyant voilà, la romance de Rory et de Cordelia se développer, parce que vous doutez bien que ça finit en happy end quand même, on voit quand même en plus une part de suspense, et ça c'était bien aussi parce que voilà, ça se contente pas de parler voilà, que d'une histoire d'amour qui pourrait vite devenir lassante, mais on a aussi toute cette part voilà, de mystère qui entoure la famille de Cordelia. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver chez Plume de Mimi Édition. C'est pareil, je vous mettrai comme à chaque fois les références sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver les références si jamais vous voulez découvrir ce roman, ou le redécouvrir, ou lire la suite si vous avez déjà lu la suite. En même temps, j'en profite parce que je suis l'ordre dans lequel j'ai lu les livres, parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Alors là, je suis partie dans quelque chose de complètement différent. Il s'agit d'un manga qui s'appelle Shiruran. Le tome 1, c'est Shinsen Gumi Requiem.
Alors c'est de Shinya Umemura et Aiji Hashimoto et c'est aux éditions Mangetsu. Alors, je connaissais pas cette maison d'édition, je sais pas si elle est récente ou pas, ou je pense que ça, je me demande si c'est pas, si elle appartient pas à un autre groupe, à une autre grosse maison d'édition qui aurait décidé de se lancer un peu dans le manga. Je pense que c'est ça surtout. Allez, je voulais vous montrer aussi, voilà, la première page. Je trouve elle est magnifique, quoi. Les dessins, les couleurs sont magnifiques. Je lisais beaucoup de mangas avant. Là, par manque de temps, je le faisais pas. Vous voyez, bon, les mangas, sinon à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Vous en trouvez très très peu. Et puis, ça se lit voilà, dans l'autre sens, hein. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, on lit un peu dans le sens japonais. Ça dure pour nous, en fait, comme si on lisait de la fin au début. Et pareil, quand vous lisez voilà, les cases et compagnie, voilà. Après, c'est une habitude à prendre et on s'y fie très vite. Ça fait même bizarre, moi, quand j'ai commencé à en lire beaucoup. Je m'y suis vite faite, par contre, quand j'ai repris des bandes dessinées françaises, enfin, ou belges, ça m'a paru, ça me faisait un peu bizarre de reprendre. C'est un peu comme quand vous revenez d'Angleterre, vous avez tellement pris l'habitude de conduire de l'autre côté que quand vous revenez en France, vous auriez tendance à continuer à rouler du même sens. Donc c'est bon, ça peut causer des problèmes quand même. Donc revenons à Shiruran. Alors en fait, je participe régulièrement à ce qu'on appelle la masse critique Babelio. Tous les deuxièmes mercredis du mois, Babelio propose des livres. Alors vous pouvez, il faut être inscrit bien sûr, vous pouvez candidater et choisir, cocher plusieurs livres. Et voilà, si vous êtes retenu, vous recevez un livre. Donc c'est par thème ou par genre. Donc là c'était sur le thème des bandes dessinées, des romans graphiques, des mangas. Voilà. Donc moi j'ai reçu Shiruran. Alors il faut savoir que les mangas japonais c'est fortement beaucoup plus développé. Alors en France, je pense que c'est toujours le cas, mais nous étions les deuxièmes consommateurs de mangas. Il faut savoir qu'au Japon, alors on est déjà de gros consommateurs de mangas, mais il faut savoir qu'au Japon, c'est encore 1000 fois plus développé. C'est-à-dire que vous avez des mangas qui vraiment couvrent tous les panels, tous les genres. Alors vous avez des mangas érotiques, porno. Vous avez des mangas pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment, bon ça on n'a pas, quoique érotique on en a maintenant aussi. Mais voilà, c'est vraiment très large. Mais en France, voilà, on les a classés en 3 grandes catégories. Donc les shoujo, qui sont des mangas pour jeunes filles, les shonen pour les jeunes garçons et les seinen pour les adultes. Alors j'ai vu que certains classaient donc pour les jeunes garçons dans les shonen. Moi j'aurais plus tendance à le classer dans les seinen parce qu'on a quand même, vous voyez, pas mal de scènes de combat. Ça peut être assez violent. Bon, enfin bon, après ça dépend aussi des habitudes de lecture de chacun, hein, bien sûr. Bon, moi voilà, je le classe comme ça. Après, voilà, si vous avez l'habitude de lire des mangas, ou si votre ado a l'habitude de lire des mangas, après c'est pas du One Piece ni du Naruto, hein, c'est quand même plus violent que One Piece ou Naruto. Donc voilà. Donc sinon pour en revenir à l'histoire du Shiruran, moi ce qui m'attirait dans ces histoires, c'est que elle se passe à la fin du 19e siècle. Alors évidemment il y a énormément de bastons parce que le héros, Toshizo, je ne sais pas si je prononce bien son nom, donc Toshizo est en fait fils de marchand, donc il pourrait vivre une vie peinard parce que ses parents sont riches, mais il veut devenir samouraï. Et en fait, il s'amuse à aller d'école de samouraï en école de samouraï pour défier tous les élèves et à chaque fois il les bat. Jusqu'au jour où il tombe dans une école un peu spéciale, complètement délabrée, mais tenue par un professeur un peu particulier et avec des élèves qui sont tous très très particuliers aussi, qui forment une belle bande de vauriens. En même temps, il y en a un qui est très très doux. Il y a des samouraïs. Enfin, on a du mal à s'imaginer en train de sortir son sabre. Alors qu'en fait, c'est un redoutable combattant. Et là, eh bien sûr, il va trouver son maître et il va rentrer dans cette école. Alors, le manga ne commence pas au moment de l'histoire de Toshizo. Il commence en 1912, où une jeune fille en fait, attend devant une maison, elle attend un homme et elle se fait attaquer par un groupe d'hommes. Et l'homme qu'elle attend est un vieil homme et il raplatit les gars qui embêtent la jeune femme. Et en fait, c'est un ancien samouraï qui faisait partie de la bande de Toshizo. Et elle est venue pour l'interroger sur Toshizo et sur sa bande, puisque, comme je vous l'ai dit, ça se passe à la fin du 19e siècle. Alors moi, je connaissais pas, enfin, je connais
quasiment pas l'histoire japonaise, je veux dire. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on étudie à l'école, donc c'est bien d'avoir... Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, il n'y a pas qu'une histoire de baston là-dedans, il y a aussi une partie historique. À l'époque à laquelle où Toshizo devait devenir samouraï, on assiste à la fin du shogunat. Alors le shogunat, en fait, c'est le Japon c'était des petits seigneurs petits ou grands seigneurs de guerre qui régnaient sur le Japon. Hein, c'était morcelé. Et ils avaient notamment, ils embauchaient notamment des samouraïs qui étaient leurs soldats. Voilà. Et pour un samouraï, le sens de l'honneur est plus important que tout. Un samouraï ne rêve pas de mourir tranquille dans son lit, mais de mourir au combat, mourir dans l'honneur. D'ailleurs, à la fin du livre, on voit que ça a beau être des vauriens un peu bizarroïdes, ils ont quand même un sens de l'honneur très développé. Donc on est en plein shogunat, sauf qu'on est aussi en plein... Il y a un empereur, il existe toujours un empereur au Japon, sauf que cet empereur n'a quasiment plus de pouvoir, sauf qu'au moment en 1859, quand commence l'histoire de Toshizo, le shogunat est en train de s'effondrer et l'empereur va reprendre le pouvoir. On va rentrer dans ce qu'on appelle l'ère Edo. Et du coup, ça va aussi mettre fin aux samouraïs. Pour ceux qui ont vu le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, on a un petit peu cette idée d'ailleurs où on voit les samouraïs, où on leur interdit, je crois, carrément d'être des samouraïs. Il y a un moment dans le film, on les oblige, ils ont les cheveux tressés, on les oblige à couper leurs tresses. Et pour eux, c'est un déshonneur, c'est quelque chose d'humiliant, de rabaissant. Et donc là, on n'en parle pas encore, parce que là, c'est vraiment le tome 1, mais on va être en plein dans cette période historique. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'était intéressant. Il n'y a pas que de la bagarre, il y a aussi une partie historique. Et voilà, du coup, ça m'intéressait vraiment de le découvrir et j'ai pas été déçue. Ouais, pour le tome 1 de Shiruran. Alors, ensuite, je perds mes feuilles, évidemment, à force d'ouvrir mon cahier dans tous les sens, j'ai plein de feuilles dedans. Là, je suis repartie vers du roman jeunesse. Je vais essayer de vous retrouver la couverture. En plus, c'est une belle couverture. Hop, il s'agit de Martin Singlepin. Voilà, Martin Singlepin. Tome 2, Le joyau de Viviane. Et c'est de Pierrick Carrel. Alors, c'est aux éditions Legacy. Alors, édition Legacy, normalement, il faisait essentiellement les livres en e-book. Là, j'ai vu que Martin Singlepin existait en version brochée. Là, c'est le deuxième tome. Hein. Il existe en version brochée sur Amazon. Donc, je pense que vous pouvez aussi le commander dans votre librairie. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, comme le titre l'indique, pour ceux qui l'ont reconnu, Viviane, la Dame du Lac, on retourne dans les légendes arthuriennes. Quelque chose que j'adore les légendes arthuriennes. Donc dans le tome 1, en fait, Martin Singlepin, c'est un jeune garçon qui a 11-12 ans, qui vit une vie assez normale. Hein. Il est envoyé, si je me souviens bien, auprès de son oncle, je crois, je ne sais plus. Puis là, il va découvrir des secrets de famille. En fait, il va se rendre compte qu'il est issu d'une famille qui vient de la Nouvelle Camelot. Alors pour ceux qui se souviennent ou qui regardent Camelot, la série, le film qui est sorti il n'y a pas longtemps d'Alexandre Astier au cinéma, Camelot, c'est le royaume sur lequel régnait le château où régnait le roi Arthur. Et donc la famille de Martin vient de la Nouvelle Camelot. Et ils ont notamment des pouvoirs. Donc comme c'est la Nouvelle Camelot, alors on va parler d'Arthur, on va parler de Viviane, de Morgane, de Merlin, mais voilà, ils sont morts, ça s'est passé il y a des années, et ce n'est plus eux qui règnent ou qui sont à la course, ce sont d'autres personnes. Par contre, on retrouve leurs descendants. On retrouve par exemple le descendant du chevalier Gauvin, qui pour le coup est une femme. Je trouvais ça que c'était une super idée, quoi, et une femme avec un sacré caractère. Il y a toujours donc un roi qui, quand il prend le titre de roi, se fait appeler à son tour Arthur. Voilà, donc en fait dans le premier tome, Martin va découvrir tout ça. Je me méfie parce que j'ai tendance à vouloir l'appeler Arthur au lieu de Martin, mais c'est bien Martin. Il devient ami avec une jeune troll et surtout il va entrer en possession de l'épée Excalibur. C'est lui qui va pouvoir la brandir et elle n'appartient qu'à lui puisque selon la légende, effectivement, il y avait qu'Arthur qui a réussi à retirer Excalibur du rocher dans lequel elle était bloquée.
ce qui faisait de lui le roi des grandes, enfin, des Bretagnes, le roi de toute la Bretagne. C'est-à-dire une partie de l'Angleterre et notre Bretagne à nous, Français. Voilà, donc Martin Singlepin est dépositaire aussi de l'épée arthurienne, enfin de l'épée Excalibur. Donc là, il essaie de vivre une vie un petit peu... Donc il a 13 ans, une petite vie d'ado normale, mais en même temps, malheureusement, dans le même temps, dans la nouvelle Camelot, on voit revenir le grand méchant, qui est aussi le grand méchant dans la vraie légende arthurienne, qui n'est autre que Mordred. Alors l'auteur a pris quelques libertés par rapport à l'histoire initiale, ce que je trouve pas plus mal parce que c'est un roman jeunesse, donc il faut que ce soit aussi... le héros a 13 ans. À 13 ans, voilà, un préado de 13 ans peut le lire, même à 10 ans, il peut le lire. Il n'y a pas trop de violence, il y a un petit peu voilà, de scènes d'action, mais il n'y a pas de violence. Je pense que voilà, ça simplifie un petit peu l'histoire, sinon ce serait un peu complexe à comprendre, je pense, pour un plus jeune. Et je trouve que c'est une très bonne introduction justement aux légendes arthuriennes. C'est un bon moyen de faire plonger les enfants dans ces histoires et de leur faire découvrir les légendes arthuriennes. Après, je ne suis pas du tout objective parce que moi j'en suis complètement fan. Et bien, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a repris ces légendes à son compte pour mettre un nouveau personnage dans cette histoire et justement l'adapter pour les plus jeunes. Donc le grand méchant, Mordred, réapparaît et Martin va devoir, avec ses amis, va se retrouver malgré lui, alors que c'est un jeune, il est jeune, il ne devrait pas avoir à combattre, il va se retrouver malgré lui à devoir combattre Mordred. Il va notamment se retrouver à la cour du nouveau roi Arthur. Il va rencontrer les descendants de Lancelot du Lac. Il y en a un autre, son nom m'échappe, je n'arrive pas à retrouver. Il a aussi une connexion avec Merlin depuis le tome 1, c'est-à-dire qu'il rencontre Merlin dans ses rêves. Et dans ce tome 2, on va se rendre compte à quel point cette connexion est importante. Elle est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Et puis il voit aussi Viviane, la dame du lac, celle qui gardait l'épée Excalibur quand le roi Arthur est mort. Il la voit aussi en rêve et elle lui demande aussi d'agir, de l'aider. Donc il y a pas mal, il y a beaucoup d'actions. Voilà, il y a toutes les légendes arthuriennes qui apparaissent derrière. Il y a aussi une réflexion sur voilà, Mordred tient sous sa coupe les gnomes. Mais ça leur plaît pas forcément aux gnomes, sauf qu'on leur a pas donné tellement le choix. Et ce livre montre aussi qu'on peut donner une seconde chance aux gens et voilà, qu'on peut parfois les aider, que ça peut changer les choses. Donc je trouve vraiment que voilà, c'est bien écrit, c'est une bonne introduction aux légendes arthuriennes. C'est vraiment sympa. Enfin, franchement, voilà, si vous avez, même en tant qu'adulte, hein, c'est très agréable à lire. Moi, d'ailleurs, c'est moi qui ai demandé à pouvoir lire à avoir le tome 2. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne lecture pour des jeunes adolescents. Voilà, voilà. Donc, pour la jeunesse. Alors, je regarde mon petit carnet. Le livre suivant. Ah ouais, alors, je vous ai dit qu'on parlerait de Hollywood parce que j'ai toujours ce problème de carte SD qui n'est pas super génial et qui fait un flou, ce que je disais, ça me faisait penser à un flou artistique un peu à la hollywoodienne. Donc c'était pour vous parler de Adriane A.E. Alors c'est de Philippe Raymond Timonga et c'est chez Serge Safran, éditeur. Donc c'est pareil, c'est un livre que j'ai eu à la masse critique Babelio et là c'était un spécial littérature. Alors, Adriane A.E., il y aurait énormément de choses à dire dessus. Je me suis pris une claque en le lisant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est Hollywood, parce que voilà, je suis cinéphile et j'adore la période des années 50 aux États-Unis, enfin le cinéma américain des années 50. Et en plus, on va parler d'Ava Gardner, qui était une grande actrice de l'époque, une très belle femme. Et c'est fascinant en Hollywood parce que le Hollywood, pas que des années 50, mais avant aussi, il faut savoir que voilà, les acteurs dépendaient des grandes maisons de production. Et les maisons de production étaient tenues par des nababs, je crois, c'est comme ça qu'on les appelait, des grands producteurs. Et je veux dire, ils décidaient de tout. C'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à décider de la vie privée de leurs acteurs et de leurs actrices. Hein. Il y avait même parfois des mariages arrangés. Enfin, c'était quand même assez terrible. Il fallait toujours donner une image de glamour. Voilà,
fallait que ce soit beau, bon, c'est bien de vouloir offrir du rêve aux gens, mais c'était quand même assez particulier et assez mensonger. Et justement, Adrian, le héros du livre, va reparler un petit peu de ce mensonge. Donc en fait, l'histoire commence alors que Adrian est... Enfin, c'est pas lui qu'on rencontre au départ, c'est une femme. Adrian se trouve dans une maison qui est spécialisée dans les sosies de stars hollywoodiennes, de femmes. Donc vous avez compris, c'est une maison close. Et donc lui, en fait, ça démarre avec le sosie d'Ava Gardner qui se rend dans cette maison. Sauf que on se demande si c'est vraiment le sosie d'Ava Gardner ou si c'est bien Ava Gardner elle-même. Faut savoir pour la petite histoire qu'Ava Gardner était une femme c'est une très belle femme, hein, extrêmement glamourisée par Hollywood. C'était aussi une femme qui venait du fin fond de la cambrousse des États-Unis et qui avait son langage bien à elle et son caractère bien à elle. Donc je veux dire, fallait pas lui en compter. Et on sent que effectivement que ça pourrait être elle parce qu'elle en a un petit peu marre de ces faux semblants hollywoodiens et qu'elle décide quelque part de rendre la monnaie de sa pièce à Hollywood en se faisant passer pour le sosie d'elle-même. Donc en fait le livre se passe en partie lors de cette soirée où Adrian et Ava Gardner se rencontrent et discutent du cinéma. À savoir que Adrian vient aussi d'être embauché pour aider à écrire le scénario du prochain film de Fritz Lang. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fritz Lang c'était un réalisateur allemand, d'origine allemande, qui a eu d'énormes succès en Allemagne dans les années, je ne sais pas s'il a commencé dans les années 20-30. Il est surtout connu pour Metropolis et Docteur Mabuse, qui étaient à la base des films en noir et blanc et muets. Et notamment Metropolis, où l'on voit des gens travailler à la chaîne. Enfin, c'était quand même assez visionnaire pour l'époque. Des hommes travailler à la chaîne et adorer une idole qui était en fait un robot, une femme robot. Fritz Lang a quitté l'Allemagne durant la montée du nazisme. D'ailleurs, sa femme est restée, elle était partisane du nazisme, donc elle est restée en Allemagne. Lui, il est venu aux États-Unis. Voilà, donc je ne sais pas s'il a eu autant de succès, mais en tout cas, c'était un réalisateur. Docteur Mabuse et Metropolis sont vraiment des films à découvrir. Et justement, Fritz Lang aussi parle de ce mirage, de cette femme robot que les hommes adorent, puisque on va parler aussi du futur et on va justement parler de l'intelligence artificielle, des robots et puis de toute façon, on y est déjà là. Hein, il y a on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on sait que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, on voit Adrian dans le futur. Alors, est-ce que c'est le même Adrian? Parce qu'au niveau âge, années 50 et futur, parce que c'est pas à notre époque, hein, c'est vraiment dans le futur. Donc, apparemment, c'est le même Adrian qui parle. Il est dans une maison. Il est surveillé par des scientifiques, enfin observé par des scientifiques. Il reçoit des visiteurs et il leur raconte un petit peu ce qui s'est passé, mais on ne sait pas tout. Mais disons que, en fait, il essaie, et l'auteur essaie de prévenir contre les dangers de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment, c'est un livre très court, mais alors qui est très dense dans tout ce qu'elle raconte, parce que, en gros, il nous avertit sur l'intelligence artificielle. Et à un moment, Adrian a ses paroles où il dit que voilà, l'homme a créé l'intelligence artificielle alors qu'il n'a pas complètement fini d'explorer sa propre intelligence. Et en fait, l'intelligence artificielle a servi aux hommes à rêver en quelque sorte, puisque les hommes en ont eu assez de lire simplement un livre, de regarder simplement un film, mais de vouloir être dans le livre, de vouloir être dans le film. Mais le problème, c'est que ça leur enlève aussi la capacité de rêver, d'imaginer. L'intelligence artificielle leur a permis aussi de... Voilà, c'est vrai que les émotions, c'est quelque chose de pas toujours facile à gérer quand on est en colère, quand on est triste, quand on est amer, quand on a mal. Et apparemment, l'intelligence artificielle a permis aussi de mettre fin à tout ça. Donc le problème, c'est où est l'humain dans tout ça? Et c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a complètement pris le pas sur l'être humain. Donc dans le futur, on voit Adrian qui pose un peu toutes ces questions, ce qui pose problème aux scientifiques qui l'observent parce que pour eux, c'est un discours subversif. Évidemment, puisqu'il remet en question la société dans laquelle ils vivent. Et ce qui est... ce qui m'a... Alors déjà, toute cette réflexion, ça vous donne quand même une belle claque. Et surtout, à la fin, je crois que c'est le premier livre qui me fait ça d'ailleurs,
C'est-à-dire que Adrienne s'adresse aux visiteurs qui viennent le voir, un peu comme un monstre de foire dans une maison. Où on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est un des premiers voilà, qui a eu affaire à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on lui a implanté une puce qui fait qu'il est... Voilà, on ne sait pas trop. Mais voilà, ce qui est frappant à un moment, c'est que Adrienne se tourne vers le lecteur et interpelle directement le lecteur. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre. Parce que le lecteur, dans un roman, il est souvent soit passif, c'est-à-dire qu'on voit l'histoire se dérouler, soit on est complice, c'est-à-dire qu'on sait, on sait qui est le tueur, ou on sait ce qu'il va préparer, ou on connaît les secrets du personnage, soit on est, voilà, on sait des choses que les autres personnages du roman ne savent pas, mais là, être directement comme ça, je veux dire, c'est pas un livre dont vous êtes le héros, mais être voilà, comme ça, directement interpellé, ça fait quand même un petit peu bizarre. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, voilà, ça a été une claque, quoi. Et je pense qu'en fait, que le but de l'auteur, c'est de nous prévenir, nous, êtres humains actuels, de faire attention à l'intelligence artificielle, de ne pas oublier que nous sommes des êtres humains, de ne pas laisser l'IA, enfin l'intelligence artificielle, remplacer nos souvenirs, notre être, voilà, nos rêves, nos pensées, notre imagination. Donc je pense que voilà, il interpelle directement le lecteur pour que justement on fasse attention à ça. Et le rapport avec Hollywood, c'est tout simplement que c'était une usine aussi à Mirage Hollywood et que l'IA est aussi, alors c'est même plus qu'une usine à Mirage puisque c'est devenu quelque chose de normal dans la vie des hommes et quelque chose dont ils ne peuvent plus se passer. Donc en tout cas, c'est vraiment un roman, je veux dire, il est facile d'accès, hein, vous pouvez le lire, voilà. Il y a pas de, ça rentre pas dans des détails scientifiques. De toute façon, j'aurais été noyée, moi, si ça avait été trop scientifique. Mais voilà, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait, extrêmement bien. Enfin, ça pousse à la réflexion. Et vraiment, ça a été une belle claque. Ensuite, si on a encore un peu le temps, je ne sais pas si je vais pouvoir en parler. Je vous jure que je ne vais pas encore avoir le temps de vous parler de toutes mes lectures. Ça, c'est quand même terrible. Donc, la suivante, c'est Ceci n'est pas une histoire d'amour. Alors, hop, j'essaie de vous remettre ça bien. J'aime bien parce qu'en plus, derrière, du coup, moi, ça m'assombrit quand je mets l'écran. Alors, Ceci n'est pas une histoire d'amour de Marie-Hélène de Cagnières, donc qui est en auto-édité aussi. Alors ça m'a fait rire parce que moi, à chaque fois que j'écrivais le titre Amour, je mettais pas d'S au bout. En fait, il y a un S au bout. Tout simplement parce que, enfin, dans le résumé, voilà, on sait qu'on parle de Anne qui est cinquantenaire, qui est divorcée, qui est coach de vie, qui a des enfants qui sont déjà grands. Elle va rencontrer un homme. Donc c'est vrai, on se dit, donc moi je disais, est-ce que ça va se déboucher sur autre chose? Puis en fait, c'est pas là du tout le sujet du livre. En fait, on découvre Anne. Alors déjà, moi, quand j'ai commencé les premières pages du livre, on voit Anne en train de jardiner. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de fluidité dans la façon d'écrire de l'auteur, mais aussi de poésie, de douceur. On a l'impression d'être dans un moment zen, dans un moment de sérénité pure, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Anne, et voilà, c'est une cinquantenaire, elle a divorcé malgré la vie de ses parents, elle a changé de travail malgré la vie de ses parents, parfois de ses enfants. Voilà, c'est une femme qui a 50 ans, qui sait ce qu'elle veut. En même temps, elle a encore des doutes, elle a encore des peurs, mais voilà, elle sait ce qu'elle veut. Et elle a des aventures, mais elle n'a jamais réussi à reconstruire voilà, quelque chose de durable avec un homme. Il y a un homme pour lequel, qu'elle appelle Merlin, pour lequel elle a des sentiments, mais qui est marié. Mais en même temps, sans pas un désir excessif chez elle de vouloir se remettre en couple. Elle est bien comme elle est, voilà, elle n'a pas envie d'eux. Et en fait, ce sera plus là le sujet du livre, c'est-à-dire que c'est cette pression un peu sociale qu'on met toujours sur les femmes, mais aussi sur les hommes. C'est-à-dire que quand vous êtes célibataire, c'est quand est-ce que tu rencontres quelqu'un. Ensuite, c'est quand est-ce que vous vous mariez, quand est-ce que vous faites un enfant, quand est-ce que vous faites le deuxième. Enfin voilà, c'est un peu ça. Je pense que ça dénonce un petit peu toute cette pression sociale et que surtout ça interroge sur ce qu'est être une femme et être un homme aujourd'hui. Parce que alors dans le même temps, donc ça se passe en Belgique, Anne est belge. Dans le même temps, on découvre Dominique, c'est un auteur à succès québécois qui est marié, heureux en ménage.
et qui connaît Anne. Il lui envoie son dernier livre, sauf que elle, Anne, ne connaît pas ce Dominique. Elle a connu une Dominique qui portait le même nom de famille, mais pas d'homme. Donc ils vont finir par se rencontrer. Alors lui, Dominique, c'est ce qui les relie. Elle, non, et on va les voir se rencontrer, discuter, et en fait commencer une très belle histoire d'amitié. Et en fait, le but du livre, je pense qu'effectivement, c'est vraiment d'interroger sur ce qu'est, je ne vais pas vous en dire trop pour pas spoiler le livre, mais sur ce qu'est être une femme à notre époque et ce qu'est être un homme. Et voilà, on n'est plus dans les années 60, enfin voilà, 50, 60, il y a eu le féminisme. C'est pas une féministe, hein, Anne, mais juste, elle veut être libre et libre de vivre ce qu'elle a envie de vivre et de prendre ses décisions sans qu'on lui impose de, voilà, d'avoir à tout prix déjà un homme dans sa vie. Et lui, c'est pareil, il est un peu, voilà quoi, c'est un homme, mais un homme aimant, voilà, il est toujours proche de sa femme, il lui cède sur certaines choses. C'est pas ça qui fait de lui quelqu'un un sous-homme. Enfin, c'est voilà. Et c'est un roman qui interroge, voilà, en plus une belle histoire d'amitié qui interroge sur le fait de qu'est-ce qu'être un homme et une femme à notre époque, parce que beaucoup de choses ont quand même changé. Donc c'est un très beau livre, une belle histoire d'amitié et vraiment une très belle écriture. Voilà, donc je pense que je vais finir sur, sur Ceci n'est pas une histoire d'amour. J'aurai encore 2 romans à vous présenter. Donc, c'est un gros coup de cœur. Mais ça m'a pas étonné parce que j'avais déjà lu des romans de cet auteur et ça m'étonne pas. Voilà, plus un autre livre. Et puis, vous parlez aussi un petit peu des derniers films que j'ai vus, notamment ces deux-là, pardon. Rendez-vous avec la peur. Alors, c'est un vieux film, mais c'est un classique du film d'horreur. Et puis, le complexe du Castor avec un Mel Gibson qui est absolument génial. Voilà, donc j'espère pouvoir vous en parler dans un prochain, je pense peut-être update lecture. Il faut aussi que je vous fasse voilà, mes reçus et puis que je n'ai pas encore fait tous mes 2000 coups de cœur 2021. Voilà, donc je vais vous laisser ici, vous laisser quand même souffler un petit peu, retourner à vos lectures si vous pouvez ou à ce que vous êtes en train de faire. Et puis en tout cas, je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Salut!